bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'aimerais commencer cette vidéo par donner quelques petits mots pour les élèves en classe préparatoire 2e et 3e année. J'ai vu que les résultats aux écrits de concours sont tombés la semaine dernière par rapport à cette vidéo. Et je tenais à vous dire que d'abord j'espère que vous avez été satisfait des résultats que vous avez pu obtenir, que vous avez pu être admissible pour les écoles que vous souhaitiez. Si tel est le cas, mes félicitations. J'espère que la préparation pour les oraux se passe au mieux. Voilà, et puis bien sûr je vous souhaite le meilleur pour la suite, que vous atteigniez vos objectifs. Voilà, je croise les doigts pour vous. Pour ceux pour qui ça s'est pas très bien passé, mais que vous avez peut-être été admissible à certaines écoles, peut-être des écoles auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais que vous avez pu atteindre certaines choses. Si vous êtes en 3,5, d'abord en 3,5, je vous invite fortement à passer les oraux. Je vous invite fortement à passer les oraux parce que ça vous permettra d'acquérir un peu d'expérience. Et puis si vous songez peut-être à retenter l'expérience prépa une année de plus, donc faire une 5,5, afin d'atteindre de meilleures écoles, le fait d'avoir pu passer des oraux, ça vous permettra de voir une première fois à quoi ça peut ressembler et peut-être vous permettre juste de comprendre comment ça se passe, etc. et d'être un peu moins surpris au prochain passage que vous effectuerez probablement l'année d'après. Donc j'invite fortement les 3,5 à essayer de passer ces oraux, même si ce ne sont pas les écoles pour lesquelles vous vouliez vous battre à la base. Peut-être que finalement parmi ces écoles-là, il y a quelque chose qui vous plaît, et dans ce cas-là, vous pouvez toujours la sélectionner, cette école, si à la fin du compte, vous y êtes admis. Et puis là j'aimerais parler également pour les 5,5, donc pour les 5,5 pour qui ça s'est pas très bien passé. J'espère que vous avez quand même été admissible pour certaines écoles et que parmi ces écoles vous trouveriez peut-être un bonheur, on va dire, si vous pouvez trouver quelque chose qui vous complaise et corresponde un petit peu à ce que vous souhaitiez faire. Je dis pas que ça va être facile, mais peut-être qu'il y a parmi ces choix quelque chose qui ressort et peut-être tenter de l'obtenir. Si malheureusement aucune des écoles ne vous intéresse à la suite de ces concours, j'espère que vous avez songé peut-être à une bifurcation possible, soit en magistère pour ceux qui avaient déjà posé des dossiers. Je ne sais même pas s'il est possible de déposer des dossiers actuellement, mais pour ceux qui avaient pensé à ça, un magistère ça peut être très bien. Ou alors rentrer dans l'université auquel vous avez été affilié pendant toute la prépa en licence. Ça peut être également une autre option. Donc en licence, peu importe la filière, en espérant que ce soit une filière qui vous plaise, encore une fois. Voilà, peu importe ce qu'il en est donc de ces concours, je vous souhaite encore une fois le meilleur pour la suite. Et puis j'aimerais terminer en disant que si vous avez des questions sur votre orientation, des choses pour lesquelles vous souhaiteriez peut-être avoir une discussion, mais qu'il est un peu difficile de trouver quelqu'un avec qui discuter, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, même si je ne suis pas forcément la meilleure personne pour chercher à vous aiguiller. Je me suis retrouvé à votre place il y a quelques années de ça. Et puis j'en ai déjà parlé dans une autre branche de la chaîne, Une vie de mathématiques. Si vous n'avez jamais vu ou jamais entendu parler de cette branche, je vous invite fortement à aller y jeter un coup d'œil. Ça vous permettra également de voir que il y a des choses que j'ai pu vivre et qui correspondent plus ou moins peut-être à des choses que vous avez pu vivre vous aussi, même actuellement, que vous êtes en train de vivre. Et donc j'espère que ce que je veux dire juste, c'est que si vous avez des questions sur votre orientation, n'hésitez pas à donc poser la question, et puis je pourrai essayer de vous aider au mieux. Ça me fera plaisir, en tout cas d'essayer de vous aider si toutefois vous avez du mal à savoir ce que vous voulez faire. Bon, je me suis peut-être un petit peu répété là sur ces quelques phrases de fin, et donc sans transition, j'aimerais passer à l'Exo-de-Colle. Donc je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo-de-Colle, numéro 65, et pour ce nouveau numéro qui permettra sans doute à certains d'entre vous de préparer les oraux, j'aimerais vous piquer la curiosité sur un sujet assez intéressant. Donc l'énoncé est le suivant: vous avez A et B deux réels, A plus petit que B, on va travailler une fonction à deux variables de l'intervalle AB fermé croix AB fermé vers R, donc ça sera une fonction continue, et on va considérer pour n'importe quelle fonction continue dans l'intervalle AB vers R, et pour n'importe quel x dans la AB, cette fonction-là, qui dépend donc de f, I de f de x,
qui va être une fonction à paramètres, donc intégrale à paramètres en fait. Et la question que je pose est la suivante. Après avoir justifié que I, qui permet de passer de f vers I de f, donc, est un endomorphisme pour l'espace des fonctions continues de AB vers R, on aimerait montrer que les espaces propres de I pour les valeurs propres non nulles, de I donc, sont de dimension finie. Donc voilà l'exercice que je vous propose aujourd'hui, qui j'espère vous pique un peu la curiosité parce que c'est quand même étonnant d'avoir une application linéaire qui a ce genre de propriété, donc c'est-à-dire que pour les espaces propres, quasiment tous les espaces propres sauf 0, malheureusement on n'aura pas un contrôle en 0, mais on va avoir un contrôle pour toutes les autres valeurs propres, et on va pouvoir dire que les espaces propres pour ces valeurs propres non nulles, ça va être de dimension finie. Alors qu'on travaille dans un espace de dimension infinie, a priori on travaille dans l'espace des fonctions continues de AB vers R. Ça doit être un peu étonnant. Et en fait, ce type de résultat, c'est propre à ce qu'on appelle des opérateurs. C'est des applications linéaires assez particulières. Mais à certains opérateurs qu'on appelle opérateurs compacts. Et parmi les opérateurs compacts, on a ce qu'on appelle les opérateurs dits intégrales ou à noyau. Et en fait, ces opérateurs intégrales ou à noyau, vous en avez un exemple ici. Ça, c'est un opérateur. Donc l'opérateur ici, c'est de passer de f à I de f. Ok. Ça c'est ce qu'on appelle un opérateur à intégrale ou un opérateur à noyau. Et donc, ça fait partie des familles d'opérateurs à compact. Et en fait, ces opérateurs compacts vont vérifier ce type de propriété. Donc c'est quand même un résultat un peu plus général encore que juste regarder ces opérateurs à intégrale. Même si ces opérateurs intégrales ont un certain intérêt, certains pourraient y voir quelque chose qui colle avec ce qu'on appelle la convolution. Vous n'auriez pas tort. Ça peut coller avec la convolution. Bref, voilà, pas mal de choses intéressantes qui peuvent découler de cet exercice. Je ne vais pas en parler davantage parce que sinon on sort vraiment du cadre classe prépa. Mais voilà, je voulais juste vous lancer quelques vocabulaires, quelques mots de vocabulaire, vous dire que ce résultat est quand même un peu plus général que juste regarder ce type de choses. Et puis voilà, j'espère que ça vous pique la curiosité. Et donc, comme d'habitude, sans vous donner la moindre indication, je vous invite à faire une petite pause afin de vous frotter à cet exercice avant que je ne vous propose une résolution. Ok. Alors on est parti pour une résolution. Alors je vais d'abord commencer par justifier que I est bien un endomorphisme, que I est bien un endomorphisme, en effet, des fonctions continues de AB vers R, vers lui-même. Donc endomorphisme, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que I doit être une application linéaire. D'accord. Donc j'espère que ça c'est clair. Alors pourquoi c'est clair? C'est la linéarité. Donc pourquoi l'application est linéaire? Ça vient de la linéarité par multiplication par une fonction. Donc la multiplication par une fonction, si vous avez f et que vous lui associez g fois f, ça c'est une application linéaire. Ok. Donc premier truc. Et deuxième truc, un calcul d'intégrale, c'est linéaire. Donc calculer l'intégrale d'une fonction, donc si je fais l'application qui a phi associe l'intégrale de phi, c'est une application linéaire. Donc vous avez une composée de deux fonctions linéaires. Donc ça veut bien dire que I de f est linéaire. Bon, très bien. Donc ça, c'est pas très dur. C'est une façon jolie, d'ailleurs, je le mentionne, c'est une façon jolie d'expliquer la linéarité d'un morphisme. Parce que, c'est pas... j'ai envie de dire que beaucoup d'entre vous, je pense, ont le réflexe de dire « Ok, je vais revenir à la définition et puis montrer que si j'ai f plus lambda g et que je fais i f plus lambda g, ça va me donner i f plus lambda ig. » Ok. Je pense que vous avez ce genre de réflexe qui vous vient à l'esprit, ce qui n'est pas un mauvais réflexe, et je pense que c'est très bien de le faire aussi comme ça, mais je pense que ça va être encore mieux de l'écrire de cette manière-là, de manière un peu plus compressée, en mettant vraiment en lumière qu'est-ce qui fait la linéarité de l'application I. Et donc là, ici, le mettre en lumière, c'est-à-dire, vous dites exactement quelles sont les choses qui rendent l'opération I linéaire.
D'accord? Donc là, bah, c'est la multiplication par une fonction. La multiplication par une fonction est une opération linéaire. Et c'est la même chose pour calculer l'intégrale d'une fonction. Ça aussi, c'est une opération linéaire. Donc ceci, par composition, donne la linéarité de i. Voilà. Donc je pense que ça peut être très bien sur une copie de le dire. Et ça peut être encore mieux de le dire aussi à l'oral. D'accord? Ça vous permettrait de gagner pas mal de temps aussi, au lieu de devoir écrire toutes les opérations à vérifier. Bon, et puis maintenant, il faut vérifier que c'est un endomorphisme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai f qui est une fonction continue, je vais me permettre de simplifier peut-être une écriture. Je vais me permettre tout de suite, je vais le noter là-haut, j'aurais pas dû supprimer le point. Je vais noter E, l'espace des fonctions continues de AB vers R. Juste pour gagner un peu en espace. Bon. D'accord, alors je vais montrer que I de F, donc pour tout F dans E, il faut montrer que IF est également dans E. Et là, c'est un exercice classique, notamment de deuxième année de classe préparatoire, de vérifier que cette application-là, qui a X associe cette chose, est une application continue, puisque c'est un intégral à paramètres. Donc si je veux vérifier qu'une telle chose soit continue, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La première chose, c'est qu'il faut que je dise que la fonction qui a x associe kxy, donc là c'est le paramètre, f de y, ça c'est une fonction continue sur AB. Donc ça c'est une fonction continue pour tout y dans AB. Ça c'est la première chose. La deuxième chose à vérifier, c'est que si je regarde l'application qui a y cette fois-ci associée, donc là je fixe x, et je regarde ce qui se passe pour y, ça doit être une application continue par morceau. Donc ça doit être une application continue par morceau sur l'intervalle dans lequel on intègre, donc ici c'est encore une fois AB, et ça doit être vrai pour n'importe quel x. Donc là, les deux premiers points sont assez évidents à vérifier. Pourquoi? Parce que votre fonction k est une fonction continue, donc continue par rapport aux deux variables, et f, f est une fonction continue par hypothèse. Donc là, le premier, vous avez une constante fois une fonction continue par rapport à x, très bien. Et ici, vous avez un produit de deux fonctions continues par rapport à y. Et puis, x ici est une constante. Donc voilà, très bien. Donc vous avez ces deux trucs qui sont bien vérifiés. Et le dernier truc, c'est une question de majorer, donc en fait d'avoir une dominance par rapport à y. Et en fait, cette dominance par rapport à y, vous pouvez jouer avec le fait que vous travaillez essentiellement dans E, donc c'est-à-dire que d'une part, k est une fonction continue d'un compact, parce que vous devez remarquer que je travaille avec des fonctions qui sont continues sur des compacts, soit un segment, soit un carré de segment, ok. Donc j'ai des fonctions continues sur un compact à valeur réelle, donc ces fonctions sont bornées et atteignent leur borne, d'accord. Donc j'en déduis la chose suivante, c'est que il existe, je vais noter C une constante positive, telle que, valeur absolue de kxy fois f de y, ça c'est majoré par carrément C, tant qu'à faire, on va se faire plaisir. Donc c'est majoré par C. Et par conséquent, je peux dire que I, donc j'ai même pas besoin d'en dire davantage. Là, grâce à ça, donc là normalement je devrais avoir, je précise juste que normalement je devrais écrire que je devrais pouvoir majorer cette chose par rapport à une fonction qui dépend de Y. Sauf que là j'ai carrément une fonction constante. Donc c'est encore mieux, mais normalement je devrais avoir une fonction qui dépend de Y. Rien ne m'empêcherait de prendre juste le sup par rapport à la variable X, si je voulais. C'est pas un problème. Et si j'avais fait ça, ça c'est tout à fait licite parce que j'ai une fonction continue, donc il n'y a pas de. C'est une fonction continue encore une fois sur un compact, donc il n'y a aucun problème sur le fait d'atteindre un sup. Donc j'aurais très bien pu faire ça par rapport à X. Je me suis lancé carrément à donner un sup par rapport à X et Y, c'est pas un problème du tout. Voilà, donc ça marche. Ok, donc le C en question, donc cette propriété-là, juste pour le redire, ça vient du fait que la fonction qui a XY associe kxy f de y est continue, par produit de fonction continue, sur un compact. Donc ici, le compact en question, c'est un carré de deux segments. Donc un carré de segments. Okay.
l'impact en jeu est le suivant. Donc voilà, très bien. Donc c'est bien. Bon, je pourrais même dire inférieur ou égal parce que je peux atteindre le sup, hein, bien sûr, mais bon, bref, peu importe que je vais être inférieur ou égal ou inférieur, c'est que ça change rien. On peut donc maintenant conclure, hein, puisque là j'ai bien continuité par rapport à la variable x, continuité par morceau par rapport à la variable y, et j'ai également une majoration, donc une domination de ma fonction par rapport à la fonction qui dépend de y, mais même là carrément qui ne dépend absolument de rien. Et bien, on conclut alors. Bon, peut-être elle dépend de f à la rigueur, cette constante, hein, si vous voulez. Elle dépend de f, mais c'est pas un problème du tout que ça dépende de f. Hein, ce que je veux, c'est juste montrer que cette fonction-là qui dépend juste de x, donc vous voyez que ça ne dépend pas vraiment de f là en tant que tel, je veux juste montrer que ça, cette fonction-là existe, donc, et elle continue. Donc là, je vais pouvoir conclure par cette histoire de domination et tout ça, que i de f, pardon, est bien une fonction continue. Donc est bien définie et est continue. Donc c'est bien un élément de E. Voilà, donc super. Je viens de démontrer que c'est un endomorphisme, puisque c'est une application linéaire qui va de E vers E. Youpi. Alors maintenant, on va s'intéresser à la chose un petit peu plus compliquée, qui est donc de démontrer que les espaces propres de I sont, pour les valeurs propres non nulles, sont de dimension finie. Alors on pouvait avoir plusieurs idées, mais disons qu'une bonne idée, c'est de la jouer par l'absurde. Puisque bon là on n'a vraiment aucune indication, d'accord? On ne sait pas forcément sur quel pied danser, on n'a aucune indication. Alors peut-être que la bonne idée c'est de se dire, ok, je vais prendre une valeur propre non nulle, je vais regarder son espace propre et je vais supposer que cet espace propre est de dimension infinie. Bon. Et donc s'il est dimension infinie, ça veut dire que je peux trouver une famille libre aussi grande que je veux. Et cette famille libre aussi grande que je veux, je ne vais pas faire n'importe quoi avec cette famille libre, parce que quand on regarde la forme du produit qui est ici, on pourrait se dire, une bonne chose à se dire, c'est de se dire qu'on pourrait essayer d'utiliser un produit scalaire. D'accord? Parce que bon là se cache derrière ça une idée de potentiellement faire un produit scalaire. Bah oui, ça serait une bonne chose. Utiliser un produit scalaire sur lequel on pourra faire du Gram-Schmidt, avec lequel on pourra faire du Gram-Schmidt, sur une famille libre de taille fixée. Et à partir de cette famille-là, essayez de voir si on ne peut pas avoir une majoration, quelque chose du genre, par rapport à nos fonctions f qui sont en jeu. Je sais que c'est pas forcément très clair ce que je viens de dire, mais je vais préciser un peu ma pensée. En fait, ce que j'aimerais essayer de démontrer, je vais carrément dire ce que je vais essayer de démontrer, puis on va le démontrer, c'est qu'il y a une certaine inégalité qui doit être respectée. C'est une inégalité que certains pourront reconnaître, puisque c'est une inégalité assez classique qu'on voit peut-être plutôt en troisième année de licence, mais qui pourrait être quelque chose qu'on voit même avant, si on le souhaitait. Donc l'inégalité que j'aimerais démontrer, donc, et je vous propose ça comme question, je demande à montrer que si on a une famille F1, Fn d'éléments, donc là je vais carrément le faire d'abord sans... Alors oui, il faut que ce soit des éléments d'espace propre, donc je suis obligé quand même. Donc ce sont des éléments pour l'espace propre de valeur propre lambda. Alors que je réfléchis 2 secondes. De I, voilà. Donc ce sont n valeurs, n fonctions continues qui sont dans l'espace propre pour la valeur propre lambda, avec lambda non nul. Ok. Donc tac tac tac. Alors j'aimerais montrer que donc des valeurs propres réelles, hein, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais je pense que ça devait être assez évident de se rendre compte que les valeurs propres devaient être réelles, puisque j'ai des fonctions qui sont à valeur réelle. D'accord? Donc je ne peux pas avoir n'importe quelle valeur propre, je ne peux pas avoir des valeurs propres complexes, non réelles, parce que si j'avais une valeur propre complexe non réelle, il y aurait probablement un souci, puisque je vais me retrouver avec une fonction qui est à valeur complexe d'un côté, et de l'autre côté une fonction qui est à valeur réelle. Donc ça sera impossible. Okay, donc on peut se rendre compte, je le dis maintenant, on peut se rendre compte que lambda doit être un réel. Je ne peux pas avoir n'importe quelle valeur propre. Ok, alors, je l'explique là parce que je vais écrire une inégalité en fait, et du coup vous pourriez me dire, ah oui mais si lambda est un complexe, et en fait non, il n'y a pas cette possibilité là. Donc, j'aimerais montrer que si on a une famille F1, donc pour n'importe quelle famille F1, Fn, telle que
elle est orthonormée, donc c'est-à-dire je veux que l'intégrale de a à b, donc c'est ça le produit scalaire que je vais considérer, fi de y, fj de y, et orthonormée ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vaut 0 si i est différent de j, et ça vaut 1 si i égale j, donc ça va donner le symbole de Kronecker, delta ij, je vous rappelle que ça vaut 1 si i égale j, 0 sinon. Donc si j'ai une famille comme ça, montrez donc pour tout le 1 qui vérifie cette chose, qu'on a l'inégalité suivante. Si je regarde l'intégrale de a à b de kxy carré dy, ça va être supérieur ou égal à lambda carré fois la somme des f de x carré, donc fi de x carré, pour i allant donc de 1 à n. Voilà l'inégalité que je vous invite à essayer de démontrer. Inégalité qui n'est pas si difficile, mais quand même, il faut se poser les bonnes questions. Donc je pense que c'est bien d'y réfléchir un petit peu quand même. Et puis voilà, donc je vous invite donc à faire une pause pour essayer de démontrer ce résultat avant que je ne vous dise quoi que ce soit. Après avoir démontré ce résultat-là, essayez donc de démontrer que l'espace propre pour la valeur propre lambda ici ne peut pas être de dimension infinie. Ok, j'espère que j'ai été clair sur l'énoncé de l'exercice et également ce que j'aimerais que vous en déduisiez. Donc je vais effacer maintenant. Et donc je vais résoudre cet exercice tout en donnant une preuve du résultat qu'on attend à la fin. Ok, je vais faire tout d'un coup. Donc ne soyez pas perturbés si vous ne voyez pas la résolution tout de suite de l'exercice, mais ça va venir très vite. C'est juste que j'aimerais juste poser les choses pour vous dire pourquoi ça va amener à une contradiction. Ok ? Donc très bien, alors donc soit lambda, une valeur propre, non nulle de i. Donc comme je le disais, je vais le justifier maintenant, lambda ne peut pas être un nombre complexe non réel. Alors, lambda est un nombre réel. Alors, pourquoi? Parce que, car, si j'ai f, car pour f, un élément de l'espace propre, engendré par la valeur propre lambda, je vais devoir avoir que i de f de x, donc i de f ou i de f de x, est égal à lambda f de x. D'accord? Donc pour tout x dans un b, bien sûr. Et je sais déjà que lui, c'est un nombre réel. Pourquoi je sais déjà que ça, c'est un nombre réel? Parce que j'ai f qui est à valeur réelle, k qui est à valeur réelle, et je fais une intégrale sur des valeurs réelles. Donc ça va donner une valeur réelle. Et puis f de x, c'est une valeur réelle aussi. Donc ça veut dire que lambda est une valeur réelle. Voilà. D'accord? Donc j'espère que vous êtes maintenant un peu plus convaincus sur le fait que lambda ne pouvait pas être autre chose qu'une valeur réelle. Bon, très bien. Alors supposons que E lambda de i n'est pas de dimension finie. Alors du coup, je vais pouvoir dire que pour tout n, entier naturel non nul, il existe une famille E1 jusqu'à En, donc tous des éléments de EI lambda, telle que cette famille est libre. Donc tel que E1, En est libre. D'accord? Donc dire qu'un espace est de dimension finie, ça veut dire que je peux toujours trouver pour n'importe quelle longueur de famille, donc je me donne un nombre de membres que j'aimerais dans ma famille, je peux toujours trouver une famille avec ce nombre de membres fixé qui sera libre. C'est un peu bête à dire, mais je pense que c'est bien de le dire. Donc je vais avoir ça. Et donc, dès que j'ai une famille comme ça,
avec un nombre fini d'éléments, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure, je vais pouvoir construire une famille orthonormée pour un certain produit scalaire. Donc je ne vais pas poser n'importe quel produit scalaire par rapport à l'exercice que j'ai posé et par rapport à ce que vous voyez ici. Je vais poser un produit scalaire, donc posons le produit scalaire suivant. Si je prends f et g, deux éléments de E, je veux regarder l'intégrale de a à b de f de x fois g de x, peut-être y, je vais laisser y. Donc f de y, g de y, dy. Okay. Donc ça, on peut vérifier que c'est un produit scalaire. Donc cet opérateur-là est un produit scalaire pour E. Bon, c'est un truc très classique. Je ne vais pas tout faire, mais je vais rappeler juste quelques petites choses qu'il faut vérifier. Il faut vérifier donc que ce truc-là est une forme bilinéaire symétrique. Donc bilinéaire, ça veut dire linéaire à gauche, linéaire à droite. Symétrique, ça veut dire que si je fais le produit scalaire de fg, ça fait la même chose que le produit scalaire de gf. Il faut ça, il faut la positivité. Donc si je fais le produit scalaire de f avec f, il faut que ce soit positif. Là, ça me donnera l'intégrale de f carré, donc ça marche. Et puis, dernier truc, c'est il faut également la définie positivité pour avoir ce résultat-là. Il faut que si le produit scalaire de f avec f, ça donne 0, alors f égale 0. Et ça vient. Donc là, je vais peut-être refaire ce truc-là parce que je pense que c'est important, ce truc-là. Donc le fait que ce soit défini positif, si je dis que f, produit scalaire de f, ça fait 0, cela implique que l'intégrale de a à b de f de y, décidément, je vais écrire y. Donc f de y carré dy égale 0. Et là, vous avez une propriété classique de classe prépa, même déjà de première année de classe préparatoire qui intervient, qui dit que j'ai une fonction ici, donc y associe f de y carré, c'est une fonction qui est positive, continue, et d'intégrale nulle donc. Et quand j'ai ce genre de fonction, ça veut dire que la fonction en question est finalement nulle. Donc ça veut dire que f de y carré égale 0 pour tout y. Et donc ça veut dire que f égale 0. Donc c'est gagné. Bon, j'espère que vous êtes convaincus. Je ne fais pas tous les autres trucs, linéarité, tout ça, je pense que c'est assez clair. Donc voilà, je vais me permettre d'avancer maintenant. Donc j'ai mon produit scalaire, donc ça me donne une structure d'espace hermitien sur... donc hermitien c'est plutôt pré-hibbertien, je devrais dire, mais c'est aussi hermitien. Bref, un espace pré-hibbertien, je le rappelle aussi pour ceux qui ont un peu de mal avec ce vocabulaire, ça veut dire que j'ai un espace muni d'un produit scalaire. Ici maintenant je viens de le munir d'un produit scalaire, donc j'ai un espace pré-hibbertien. Très bien. Et je vais jouer avec ce produit scalaire en disant, maintenant que j'ai une famille libre aussi grande que je veux, je peux les orthonormaliser. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je vais me permettre d'effacer la dernière ligne que j'ai écrite pour pouvoir compléter ce que je viens de faire, ce que je viens de dire là. Écrire ce que je viens de dire et compléter. Donc maintenant que j'ai un produit scalaire, je vais pouvoir dire la chose suivante. Par orthonormalisation de Gram-Schmidt, truc bien classique, nous pouvons en extraire une famille F1 Fn orthonormale engendrant le même espace, c'est-à-dire vect de E1 En. Et donc ça veut dire que ces F1 Fn sont également des éléments de E lambda de I, bien sûr. Et vous reconnaissez maintenant la famille des FI que j'ai mentionné pour l'exercice. J'ai bien ici une famille des FI telle que l'intégrale de FI fois FJ, ça donne 0 si I égale différent de J, 1 si I égale J. Donc exactement le produit de Kronecker, tout va bien. Ok, alors maintenant que j'ai dit tout ça, la question c'est quel est le lien donc avec l'inégalité qu'on souhaitait démontrer. Donc on va maintenant le faire, démontrer cette inégalité.
Et en fait, ce que vous allez essayer de reconnaître, parce qu'il faut en fait essayer de reconnaître, c'est quelque chose qui s'apparente un petit peu à l'inégalité de Bessel. Donc c'est l'inégalité que j'avais écrite tout à l'heure, ça peut faire penser à l'inégalité de Bessel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le kxy carré là qu'on a vu il y a quelques instants, ça peut vous faire vraiment penser un petit peu à cette idée, comment dire, à cette idée que je fais une projection orthogonale de la fonction kxy d'une certaine manière dans l'espace des fonctions engendrées ici par f1 fn. Ça peut faire penser à cette idée-là, ce qui n'est pas une mauvaise idée du tout. Alors après, il y a d'autres manières de s'en sortir, mais je pense que ça peut être une façon de penser. Bon là ici, je vais peut-être le faire pas forcément avec le produit, enfin pas tout à fait avec cette idée d'intégrale, mais enfin, je vais quand même utiliser un petit peu le produit scalaire, mais je vais peut-être essayer de ne pas trop l'utiliser. Alors ce que je vais faire exactement, donc je réfléchis juste de quoi je vais partir. Donc je vais réécrire l'inégalité qu'on voulait démontrer, juste pour que ce soit bien clair dans vos esprits ce qu'on va chercher à faire. Donc on veut démontrer ceci est égal à donc lambda carré somme des k des f de x, pardon. Fi de x carré pour i allant de 1 à n. Donc on veut, et c'est pas égal, on veut montrer que ce truc-là est supérieur ou égal. Voilà. Donc je rappelle juste l'inégalité qu'on cherche à démontrer. Et en partant de ça, il faut essayer de se poser la question, ok, qu'est-ce qu'on cherche exactement à démontrer? Quelle est l'idée sous-jacente à ça? Donc, là en fait ce qu'il faut reconnaître, donc là je pense que je vais partir de ce côté-là parce que je pense que ça sera peut-être plus clair de partir de ce côté-là. Je vais partir de ce côté-là et essayer de reconnaître quelque chose. Donc en effet, je vais jouer sur le fait que les f sont des éléments, les fi sont des éléments de l'espace propre pour la valeur propre lambda. Donc je peux écrire donc, lambda carré somme pour i allant de 1 à n des fi de x carré. Ça, je reconnais quelque chose du genre, j'ai, oups là, on va faire n'importe comment. Donc j'ai la somme pour i allant de 1 à n de lambda f i de x carré. Ok, et donc ça je reconnais exactement l'intégrale. Hein. Donc ça me redonne la même chose que somme pour i allant de 1 à n, oups là, 1 à n, de l'intégrale, intégrale de a à b, de kxy, kxy, c'est ça, fois fi de y, dy, carré. Ok, je reconnais ça. Super. Et donc ce que je vais faire, c'est, je pense que je vais utiliser du Cauchy-Schwarz, hein, peut-être tout bêtement. Je pensais de l'orthonormalisation de Graf-Schmitt, mais enfin je pensais faire de l'orthonormalisation, mais j'ai l'impression que je peux m'en sortir autrement. Et donc je vais peut-être m'en sortir autrement. Je dis pas que je vais avoir l'inégalité voulue. Je suis en train de me poser la question si je vais avoir l'inégalité voulue. Peut-être pas. Enfin bon, on va voir. Donc je vais utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz me dit que ce truc-là est inférieur ou égal. Et est inférieur ou égal. Donc là il est au carré. Ça c'est inférieur ou égal à la somme pour i allant de 1 à n, intégrale de a à b de kx y carré dy ok fois intégrale de a à b de fi de y carré dy. Et en effet ça ne me donne pas l'inégalité vraiment souhaitée puisque ça me donne n fois l'intégrale. Donc c'est pas comme ça qu'il faut s'en sortir, je pense. Et puis d'ailleurs, avec cette inégalité-là, on n'arriverait pas à une contradiction. Donc c'est un peu dommage. Donc il faut faire autrement. Alors réfléchissons. Il y avait peut-être moyen de faire autrement.
Donc je pense que mon idée d'orthonormalisation n'était peut-être pas si mauvaise quand même au départ. Je pense que c'est pas une mauvaise façon de voir. J'essaie d'essayer de voir ce qui se passe. Alors. Donc si j'essayais cette idée d'orthonormalisation, juste pour voir, si j'essayais cette idée d'orthonormalisation. Alors, oui, bah en fait c'est ça en fait. Ah oui, oui, d'accord, ok. Je pense que je le vois. Ok, je pense que je le vois. En fait, ce qu'il faut reconnaître, oui, c'est ça. Alors en fait, il faut reconnaître qu'on est en train de faire une orthonormalisation d'une fonction bien particulière. Donc c'est ça qui n'est pas évident à voir. Et c'est pour ça que j'étais parti sur une mauvaise piste. Mais bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent en live également. Et ça permet de voir aussi les erreurs qu'il faut éviter. Donc voilà, l'erreur qu'il fallait éviter, c'est de penser à utiliser Cauchy-Schwarz et rester vraiment sur cette idée d'orthonormalisation. En fait, il faut se rendre compte qu'on est en train d'orthonormaliser la fonction. Donc on est en train de regarder la fonction qui, donc pour x dans AB fixé, il faut regarder la fonction, donc je vais la noter kx, je vais regarder la fonction kx qui donc à x, y pardon, associe kxy. Et il faut se rendre compte qu'on est en train de faire une orthonormalisation par rapport au produit scalaire. Donc en effet, si je regardais, une orthonormalisation, un projeté, je voulais dire, un projeté orthogonal par rapport à ça. Parce que si je m'amuse à calculer le projeté orthogonal, donc je vais le noter comme ceci, le projeté orthogonal sur vect de f1, fn, de ma fonction kx, je me rends compte que je dois faire le calcul suivant. Ça, c'est une des formules que vous devriez connaître pour les calculs de projeté orthogonal. Ça va être la somme pour i allant de 1 à n du produit scalaire. C'est exactement la formule qu'on utilise aussi pour faire du Gram-Schmidt d'ailleurs. Je vais faire le produit scalaire donc, de ça avec... alors c'est pas E, c'est F. Donc il faut que je fasse le produit scalaire de kx avec fi fois fi. Donc ça c'est le produit scalaire. Ok, ce que je viens d'écrire c'est le produit scalaire. Et ok. Et donc on se rend compte en fait que cette chose-là, c'est le produit scalaire de kx avec fi mis au carré. D'accord? Donc si on reconnaît ça, en fait on se rend compte que le calcul, si je m'amuse à calculer maintenant la norme au carré de cette chose, donc f1, fn, kx. Donc c'est vraiment de l'algèbre là, il faut vraiment voir la structure algébrique derrière. Donc si je m'amusais à calculer cette chose-là, je peux utiliser le fait que je peux l'écrire comme produit scalaire de lui avec lui-même. Ceci m'amènera alors à la formule suivante, je me retrouvais avec la somme pour ij, je réfléchis. Oui, bon, je vais peut-être simplifier tout de suite. Donc là, je peux utiliser Pythagore directement parce que les fi, ça forme une famille orthonormée, d'ailleurs orthogonale, ça me suffit. Et donc en utilisant Pythagore, je me retrouve alors avec le calcul de ce truc-là au carré, en norme. Donc ça me fait la somme. Donc là, c'est du Pythagore, tout bête. Tac. Donc je vais avoir ceci, donc la norme de k, je vais y arriver. Produit scalaire de kx avec fi carré. Je me retrouve avec ça. Et cette chose-là, je sais, donc là je peux utiliser l'homogénéité de la norme, ça va me faire sortir ce truc-là au carré. Et la norme de fi, elle vaut 1 parce que fi, je vous rappelle que la famille des fi était orthonormée, donc la norme de chacun des fi vaut 1. Du coup, ça me donne exactement somme pour i allant de 1 à n du produit scalaire de kx avec fi au carré. Et ça, c'est exactement la somme qui est ici. C'est exactement cette somme. Donc en fait, ça c'est exactement égal donc à la norme du projeté orthogonal, tac, comme ceci, de kx carré. Et l'autre truc qui est là-haut, c'est en fait la norme de kx au carré. Donc en fait, je
je vais effacer maintenant ce que j'ai écrit là, en espérant avoir été clair. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire demi-tour. Hop. Il faut se rendre compte que donc lui là, bah, c'est en fait la norme de kx carré. C'est quoi la norme de kx carré? Bah, c'est le produit scalaire, je l'écris quand même juste pour que vous pouvez vous en convaincre. C'est ce truc là. D'accord? Et ça, c'est exactement l'autre terme. Donc ce qu'on cherche à démontrer, hein, plus exactement, c'est que la norme... Donc on cherche à démontrer que la norme de kx, carré, elle est supérieure ou égale à la norme de son projeté orthogonal. Et c'est ça que je disais, que j'appelais inégalité de Bessel. Donc ça, c'est l'inégalité de Bessel. Alors, je ne l'ai toujours pas prouvé, hein, mais juste en le disant, pour certains d'entre vous qui l'avaient peut-être déjà repéré avant, je l'avais énoncé rapidement, mais c'est sûr que c'était pas encore très visible. Maintenant que je l'ai écrit comme ça doit être super visible. Le fait que je l'ai écrit comme ça c'est vraiment l'écriture de l'inégalité de Bessel. Le fait d'écrire que la norme de kx carré, elle est supérieure ou égale à normalement la somme des produits scalaires, donc ce truc-là. D'accord? C'est vraiment ça, l'inégalité de Bessel. Alors comment on prouve cette inégalité? Parce que maintenant je vais expliquer comment on prouve cette inégalité-là dans un cadre un peu général, mais en restant avec mes notations, kx et tout ça. Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on va jouer avec le fait que f et f orthogonal engendrent E tout entier. Pourquoi ça c'est vrai? C'est parce que on travaille en dimension finie. Ici, f1, fn, ça engendre un espace vectoriel de dimension finie. Donc si je note f, bon, je vais mettre grand Fn, vect, donc l'espace engendré par les premiers vecteurs f1, fn, eh bien, je me rends compte que l'espace E, je le dis tout de suite, c'est pas vrai en dimension infinie. Hein. Si f n'était pas de dimension finie, ça serait pas vrai ce que je viens d'écrire. D'accord? Donc je tiens à le mentionner vraiment très fortement, que ça c'est vrai que si on est en dimension finie. Et pour l'expliquer, c'est pas très dur. Si en effet j'ai x dans E, x je peux toujours l'écrire comme projeté orthogonal sur f de x plus x moins projeté orthogonal de x dans f. Je peux toujours l'écrire de cette manière-là, n'importe quel élément de E, je peux toujours l'écrire de cette manière-là. Ce projeté orthogonal est bien défini pour un espace vectoriel de dimension finie. Il n'y a aucun problème avec ce calcul. Donc ça, c'est un élément de f, et ça, c'est un élément qui va être dans l'orthogonal. D'accord? Donc ça, c'est un élément de f, et ça, c'est un élément de f orthogonal. Donc je tiens quand même à bien le préciser que ça, c'est vrai, car la dimension de fn est finie. Je tiens à le préciser, parce que sinon ça va mal se passer. Et donc en jouant avec ça, et en jouant avec Pythagore, pourquoi? Parce que ces deux vecteurs-là sont orthogonaux, l'un par rapport à l'autre. Donc si je joue avec Pythagore, je vais pouvoir écrire que mon truc ici, qui est donc la même chose que projeté orthogonal sur Fn de Kx. Donc je continue à l'écrire par rapport au contexte de l'exercice, mais là ce que je suis en train de donner, c'est une preuve générale de l'inégalité de Bessel. Donc plus Kx moins projeté orthogonal. Donc je m'en retrouve avec ça, et par Pythagore, je peux tout de suite dire que ça, c'est donc égal à la norme du projeté orthogonal carré plus la norme de l'élément orthogonal à Fn. Je me retrouve avec ça, donc ça c'est Pythagore qui permet de le dire. Parce que les deux vecteurs qui sont en jeu, lui et lui, sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre. Donc je peux utiliser ça. Et donc maintenant que j'ai écrit ça, c'est assez clair qu'on a bien ce truc-là qui est supérieur ou égal à juste la norme du premier au carré. Parce que ce truc-là, c'est un truc positif. Hein. Donc j'espère que maintenant que toutes les choses sont bien claires, qu'en effet il fallait bien jouer avec cette histoire de projeté orthogonal, ce qui n'était pas si évident. Enfin, je l'ai vu sur le moment, je suis parti sur une mauvaise piste en pensant que finalement Cauchy-Schwarz suffisait, ça n'a pas été le cas.
Et donc ça montre que voilà, il fallait vraiment raffiner le truc. Et en fait, vraiment cette idée de projeté orthogonal était la bonne chose sur laquelle il fallait se poser pour pouvoir montrer cette inégalité-là. Donc voilà, je viens de terminer. Hein. Si vous avez bien suivi toutes les équivalences que j'ai données pour cette inégalité-là, j'ai dit que c'était équivalent à montrer l'inégalité suivante, que la norme de kx carré, c'est la même chose, c'est supérieur ou égal à la norme de son projeté orthogonal sur Fn au carré. Si vous avez bien compris toutes les équivalences que j'ai fait, je viens de démontrer donc l'inégalité. Voilà. Et en fait, ce que je viens d'expliquer là, c'est vraiment la preuve générale. Juste remplacer kx par x et puis fn par f. Et voilà, vous avez la preuve de l'inégalité de Bessel. Bon voilà, alors maintenant j'affirme que, maintenant qu'on a démontré cette inégalité-là, j'affirme que ça suffit pour conclure. Alors pourquoi ça suffit pour conclure? Donc alors maintenant on sait que cette inégalité est vraie. Ok, et elle est vraie pour tout x. Hein. Je rappelle que c'était vrai pour tout x dans AB. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe si j'intègre par rapport à x? Puisque maintenant je peux le faire. Qu'est-ce qui se passe si j'intègre par rapport à x? Je vais avoir l'intégrale donc de AB, intégrale de AB, kxy, dy, dx. En fait ça c'était l'idée qu'il fallait avoir là. Donc si je fais cette double intégrale, donc de kx carré, je me rends compte que ça c'est supérieur ou égal, je peux garder l'inégalité, à lambda carré qui va sortir, somme pour i allant de 1 à n qui va sortir également par linéarité, intégrale de a à b, de fi de x carré dx. Et là maintenant que vous voyez ça, le fait que c'est orthonormal, d'accord, donc là notamment que les fi sont normés, ça veut dire que cette somme là, en fait ce truc là ça vaut 1. Et donc, j'obtiendrai alors que ce truc-là est égal à lambda carré fois n. Donc n fois lambda carré, peut-être je devrais l'écrire dans l'autre sens. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand n tend vers l'infini, ça tend vers plus infini. C'est assez clair parce que lambda est une valeur propre non nulle, réelle, et n, c'est un entier qui tend vers plus infini. Donc plus infini fois un truc positif strict, ça tend vers plus infini. Donc là, on a quelque chose qui tend vers plus infini ici. Or ici, ça c'est majoré ça. C'est majoré parce que vous aviez déjà k qui était une fonction continue sur un compact RR. Donc déjà, vous saviez que k xy est inférieur à une certaine constante. Donc peut-être je vais l'appeler k0 si vous voulez. Donc ça, je sais que ça c'est inférieur ou égal à une certaine constante pour tout xy dans AB carré. D'accord? Donc ça vient du fait que, encore une fois, k était une fonction continue d'un compact RR. Donc lui, c'est surtout lui qui est un compact. Par conséquent, ce qu'il y a à gauche, intégrale de a à b, kxy carré dy dx, bon, que je mette dx dy ou dy dx, ça ne change rien. Ce que j'ai mis à gauche, vous pouvez le majorer assez facilement par k0 fois b-a au carré. K0 fois b-a au carré. Et ça, c'est un nombre fini. Donc vous vous retrouvez à majorer quelque chose qui tend vers plus infini par quelque chose qui est fini. C'est donc une contradiction. Alors si je veux amener la contradiction proprement, parce que là j'ai dit ce qui va se passer, vous pourriez me dire « Ah, je ne suis pas très content de la façon dont les choses sont écrites ». Si vous voulez écrire un peu plus proprement, ce que vous pourriez dire c'est « Ok, je sais que ça tend vers plus infini ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour tout n, donc pour n'importe quelle constante, je peux trouver un entier n0 tel que pour tout n supérieur à ce n0, ce truc-là est supérieur à n. Ici, le m qui va nous intéresser, c'est ce truc-là. Donc peut-être ce truc-là plus 1 d'ailleurs. Alors ce que je peux faire, donc si je voulais l'écrire un petit peu plus proprement, juste pour la chose, donc là je vais garder cette majoration, ce que je peux faire c'est dire, ok, ça je sais que ça tend vers plus infini, donc ce que je peux faire c'est, posons grand N0 tel que, donc entier naturellement nul, tel que, pour tout n
supérieur ou égal à n0, je demande à ce que n lambda carré soit supérieur ou égal à ce truc-là, K0 B-A plus 1. Je prends ça. Alors pour un n qui est plus grand que n0, donc je prends maintenant un n qui est donc plus grand que n0, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je peux créer une famille, je reprends le raisonnement du début, je peux créer une famille avec n éléments. Cette famille, je l'orthonormalise, j'obtiens donc ma famille des F1, Fn, puis j'ai cette inégalité-là, qui est vraie pour n'importe quel n et qui est vraie pour n'importe quel x dans AB, d'accord? Et puis ça m'amène à cette inégalité-là qui m'amène à dire que je vais avoir K0 fois B-A au carré qui va être supérieur ou égal à lui-même plus 1. C'est donc bien une contradiction. Ok, donc je ne vais pas l'écrire jusqu'au bout, mais si je voulais l'écrire jusqu'au bout, je pourrais partir de là maintenant, recommencer mon raisonnement en disant je prends une famille avec n vecteurs, petit n plus grand que n0, n vecteurs qui donne une famille libre. Cette famille, je l'orthonormalise. En l'orthonormalisant, j'ai cette inégalité-là. Cette inégalité-là, si je joue avec elle en l'intégrant par rapport à x, j'obtiens une contradiction. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui n'étaient peut-être pas satisfaits du raisonnement comme tel qu'il était écrit juste avant. J'espère maintenant vous avoir satisfait avec cette preuve, je pense assez jolie. Donc j'étais parti dans le mauvais sens, je le redis. C'était pas Cauchy-Schwarz qu'il fallait penser faire, parce que Cauchy-Schwarz ne mènerait pas à une contradiction de toute façon à la fin, à cause de ce fois n justement, sur lequel on n'a pas de contrôle. Mais finalement, là, on a un contrôle total sur ce qui se passe à gauche, et ce qui se passe à droite, ça tend vers plus infini. Donc c'est... voilà. J'espère que ça vous a plu. Hein, donc c'est le type de résultat qui peut être un peu plus général dans le cadre des opérateurs compacts. D'accord? Donc bon, je ne vais pas donner d'énoncés bien précis, mais à savoir que voilà, c'est des opérateurs qui peuvent intéresser les gens en mathématiques, en recherche. C'est des opérateurs qui peuvent apparaître également quand vous faites de la combinatoire, des choses comme ça. Bon bref. Je pourrais vous en dire davantage, mais je pense que je vais me contenter de ça. J'espère que cet exercice vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par le contenu de la chaîne ou par cette vidéo en particulier. N'hésitez pas à laisser en commentaire des questions, des retours concernant cette vidéo. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien. À très vite. Salut à tous.